Alors, on commence. Daf Hayomi, Masechet Shabbat, Daf Kafret. On va commencer par Kaf Zayin Amoudbet en bas, à la Mishnah. Kol Hayotse Minaetz, En Madikin Bo, Ela Pishtan. Kol Hayotse Minaetz, Eno Mitame Tum'at Ohalim, Ela Pishtan, Ela Pishtan. Alors, de quoi parle-t-on dans cette Mishnah? Deux halachot bien distinctes qui n'ont absolument rien à voir l'une avec l'autre. Le seul point commun, c'est qu'on parle du Yotse Min Haaretz. Et on parle de Pishtan. La première halakha. Kol Hayotse Min Haaretz, tout ce qui est dérivé de l'arbre, le produit du Hetz, de l'arbre, En Madikin Bo, ne peut pas servir de mèche pour allumer les nérod Irvot Shabbat. Et la Pishtan, la seule mèche qui est habilitée, qui est apte pour les nérod Shabbat, c'est le Pishtan. Ça veut dire qu'il existe évidemment d'autres sortes de mèches qui sont qualifiées. Pas toutes les mèches sont disqualifiées, on a déjà vu. Mais en ce qui est Yotse Minaetz, de tout ce qui est dérivé de l'arbre, il n'y a qu'une seule qualité, une seule catégorie de mèche qui est apte à l'allumage, c'est le lin, le pishtan. Qu'est-ce qu'on a voulu disqualifier? Rashi nous dit, on disqualifie par exemple le tsemer geffen, le canvus. Qu'est-ce que c'est que tsemer geffen? Le coton. Le coton, lui, n'est pas apte pour devenir une mèche pour allumer les nérod de Shabbat. Tosfot rebondit là-dessus, il dit c'est pas possible. C'est ça le Yotse Minaetz. D'abord, premièrement, le coton, c'est pas Yotse Minaetz. Le coton, c'est quelque chose qui pousse sur le sol. C'est pas un dérivé de l'arbre, c'est pas un produit de l'arbre. Deuxièmement, le coton, c'est une mèche excellente. Tosfot disent, nous on l'utilise et tout va bien. Donc pourquoi disqualifier le coton? Il n'y a pas de raison. Alors c'est quoi le pirouche de la Mishnah d'après Tosfot? Hayotse Minaetz. C'est quoi le Yotse Minaetz? C'est par exemple le lechesh, le petit lataïdan. C'est de la laine que l'on retrouve entre l'écorce et le tronc d'arbre. Là-bas, on a du Yotse Minaetz. Ça, c'est des mauvaises qualités de mèches. Des mèches de mauvaise qualité. Mais le coton, ça ne s'appelle pas Yotse Minaetz, c'est Yotse Mina Adama. Donc, il n'y a aucun problème d'après Tosfot. Voilà donc la première halakha. J'ouvre une parenthèse. La Gemara va chercher à comprendre pourquoi le pishtan, le lin, dont on vient de dire que des mèches fabriquées avec des fibres de lin, c'est des bonnes mèches qui sont valables, madlikinbo, kol hayotse minaetz en madlikinbo, et la pishtan. Tous les dérivés de l'arbre, non, mais par contre, le pishtan, oui. D'accord? Alors maintenant, ce que la Gemara va essayer de nous expliquer, c'est quel rapport entre le pishtan et le yotse minaetz. Pourtant, ça n'a absolument rien à voir. Le pishtan, le lin, ça pousse sur le sol. Pourquoi tu dis qu'il est yotse minaetz? Ça, c'est le traitement de la Gemara. Deuxième halakha, Vekol hayotse minaetz, eno mitame tum'at ohalim et la pishtan. Alors, au niveau grammaire, il y a métamé et mitamé avec le hirik sous le même au lieu de sheva.
pas metame avec Sheva, le et, mais plutôt hirik, un point, le i. Et dans le tête, on met un dagesh. Quelle différence entre metame et mitame? Metame, c'est rendre impurs les autres, rendre les autres tamés, impurifiés. Mais mitame, c'est devenir soi-même impur. Mitame. Alors maintenant, Kol hayotze min haaretz eno mitame tum'at ohalim ela pishtan. Le seul ohel qui est fait avec yotze min haaretz, qui peut devenir tamé betum atmet, c'est le pishtan. Alors il faut expliquer de quoi s'agit-il. Vous le savez que le mort est source d'impureté, mais pas seulement pour celui qui le touche ou celui qui l'a porté, mais même quelqu'un qui se trouvait sous le même toit avec le mort. S'il y a un cadavre sous le toit, eh bien, tous les objets, toutes les personnes qui se trouvent sous le même toit avec le mort deviennent tamés. Mais maintenant, un chidouche qui est très peu connu, c'est que le ohel lui-même, où se trouvait le mort, la tente où se trouvait le mort, sous le toit de cette tente, la tente elle-même, elle devient tamée. Comme il est écrit dans le Passouk, Zot HaTorah, Adam qui a sous le même toit que le mort devient tamé. Ça, c'est connu. Mais le deuxième chidouche que je vous ai dit, que la tente elle-même devient tamée. Et de la même façon que pour purifier une personne, il faut procéder à ce qu'on appelle l'aspersion des eaux lustrales mélangées aux cendres de la vache rousse, à za'at me hatat, c'est-à-dire prendre des cendres de la vache rousse mélangées à de l'eau vive, et ensuite le Kohen allait tremper une branche d'hysope et asperger la personne impure ou le Kéli impur, mais même la tente où se trouvait le mort, le Ohel, même lui, le Ohel, il a besoin d'aspersion pour devenir Tahor. Je vous lis. Velakach Ezov, il prendra de l'hysope. Vetaval Bamaim, et il va tremper dans l'eau où on a mélangé les cendres de la vache rousse. Ishtahor, un homme pur. Vehiza ala Ohel, et il aspergera la tente. Ve'alkol kelim, il aspergera tous les kelim qui étaient impurifiés par le mort. Ve'ala nefashot, et toutes les âmes, toutes les personnes qui étaient présentes. Asher hayu sham, qui étaient dans la tente. Donc même la tente elle-même, elle devient impure. Attention, si c'est une maison qui est en mur et en dur, la maison elle-même ne devient pas tamée. Qui est mehoubar la karka, qui est une vraie tente, et qui est une vraie maison. On parle ici d'une tente, et d'après certains rishonim, c'est uniquement si la tente n'est pas fixée au sol. Mais d'autres disent, même si c'est fixé au sol, à partir du moment où c'est une tente, c'est Mekabel Tum'a. Mais attention, par rapport à un matériau qui est un dérivé de l'arbre, c'est pas Mekabel Tum'a. Par exemple, une tente en bois, c'est Yotse Minaretz, c'est pas Mekabel Tum'a. Kol Yotse Minaretz, eno mitame Tum'at Ohalim et la Pishtan. C'est seulement si c'est une tente qui est fabriquée avec du lin, c'est là que cette tente peut devenir impure par la présence du mort, par la présence du cadavre qui s'y trouve à l'intérieur. Et pour la purifier, cette tente, il faudra l'asperger, comme on a dit, avec l'eau de Efer para Adouma. Alors maintenant, Moraï Verabotai, par exemple, d'après Rashi, qui a dit que le coton, ça s'appelle Yotse Minaetz, si on a une tente en coton,
et il y avait un cadavre à l'intérieur, eh bien, cette tente, elle n'est pas tamée, d'après Rashi. Parce que le coton, pour lui, ça s'appelle Yotse Minaretz. Et les Mefarshim expliquent qu'étant donné que la tige, elle est comme un arbre, elle est rigide, il y a des feuilles, eh bien, c'est comparable à l'arbre, d'après Rashi. Mais en tout cas, le, le lin, c'est le seul matériau qui pourrait rendre cette tente apte à devenir tamée par la présence du cadavre à l'intérieur, de tout ce qui est Yotse Minaretz. Mais si ce n'est pas Yotse Minaretz, c'est un autre matériau. Là, on est fait, par exemple, de la soie. La soie, par exemple. Une tente qui est faite en soie, eh bien oui, c'est Mekabel Toum'a. Pourquoi? Parce que la soie, c'est pas Yotse Minaretz. Très bien. Et maintenant, la Gemara va poser la question suivante. Minalan de pishtani kreetz. Qu'est-ce qui t'arrive? Depuis quand le lin, ça s'appelle Yotse Minaretz, mais ça sort de la terre, ça ne sort pas de l'arbre. Je ne comprends pas pourquoi tu as dit que ça s'appelle Yotse Minaretz. Minalan de pishté ikreetz. D'où tu sais que le pishtan, le lin s'appelle Etz, à Morzutra, de Amarkra. Morzutra nous dit parce que on le déduit du pasuk dans Yehoshua, dans lequel on retrouve que la Torah a qualifié le lin de Etz. Par exemple, Rahav Azona, elle, Rahav l'aubergiste, quand elle avait eu l'occasion de sauver les deux explorateurs que Yehoshua bin Nun avait envoyés pour la conquête d'Eretz Israël, il avait envoyé Pinhas et Kalev ben Yefune. Quand ils étaient là-bas, en Eretz Kenaran, on les a aperçus. Ils ont pris la fuite et ils sont rentrés dans la maison, dans l'auberge de Rahav Azona. Et ils lui ont dit, voilà, on est en danger. Sauve-nous la vie. C'est ce qu'elle a fait. Elle les a montés au toit, elle les a cachés sous des brindilles de lin. Elle a mis donc toutes ces tiges de lin et elle les a posées. Voilà comment elle leur a sauvé la vie, car quand les agents de police sont arrivés, elle les a déroutés. Elle leur a dit, oui, c'est vrai, ils étaient là, mais ils sont partis, prenez cette route. Et c'est comme ça qu'elle a dérouté tous les policiers et eux ont eu la vie sauve, puisqu'elle leur a donné la possibilité de passer par la fenêtre de sa maison qui surplombait la muraille. Et c'est comme ça que, en effet, grâce à elle, Pinchas et Kalev ben Yefune ont pu revenir chez Yoshua bin Nun pour faire un compte rendu, un rapport de leur espionnage en Eretz Israël. Alors, la Torah, c'est-à-dire la Bible, le Sefer Yoshua, le Navi Yoshua, a employé le terme de Hetz pour le lin. Vatit menem bepishte haetz. Elle les a cachés sous les tiges de lin. Mais comment on appelait les tiges de lin? On a appelé ça pishte haetz, comme si le lin poussait sur un arbre. Et c'est la raison pour laquelle la Mishnah l'a appelé ainsi, en disant Kol hayotse min haetz eno mitame tum'ato alin et la pishta. Voilà donc. Alors, on va lire ça dans les mots. Minalam des pishtan et d'où sait-on que le pishtan s'appelle arbre, Amar Morzutra de Amarkra. Morzutra le déduit du pasuk suivant. Elle les a montés sur le toit et elle les a cachés sous les tiges de lin. Maintenant, la Gemara va entrer dans le vif du sujet. Et là, Be'ezrat Hashem, je vous invite ce soir, Motsai Shabbat, à prendre une bouffée d'oxygène, respirer un bon coup, et on va aller, Be'ezrat Hashem, pour une aventure ensemble pour ce DAF Kafret. Ce sera des sujets un peu complexes, mais je connais votre force de volonté de percer tous les mystères de la Torah. Allons-y. L'Agmara demande, Minalan, d'où sait-on qu'une tente qui est fabriquée avec du pishtan
En effet, c'est un matériau qui est apte à devenir tamé. La tente peut devenir tamée si elle est fabriquée avec du pishtan. D'où tu le sais. Minalan, Amar Rabil Hazar, Gamar Ohel Ohel, Mimishkan, Ktiv Hacha, Zot Torah, Adam Kiyamud Ba'ohel, Uchtiv Atam, Vaifros et Ohel, Ala Mishkan. Malehalan shel Pishtan, Karoui Ohel, Afkan shel Pishtan, Karoui Ohel. Qu'est-ce que ça veut dire? Le terme Ohel, comme il est écrit dans Parashat Rukat, Adam Kiyamut Ba'ohel, un homme qui est mort dans la tente. Cette tente-là peut devenir tamée. La Torah ne nous a pas dit de quoi est faite cette tente, quel est le matériau avec lequel on a fabriqué ce Ohel, mais par Gezerah Shava. Vous savez, c'est quoi une Gezerah Shava? C'est une analogie, une comparaison que l'on fait entre deux sujets grâce à un mot commun. En effet, l'un des codes de la Torah, c'est Gezerah Shava. Kadosh Baruch Hu a révélé à Moshe Rabbeinu qu'il a écrit des mots communs entre deux sujets afin de créer une connexion, afin qu'on puisse comparer les deux thèmes, comme ici. On retrouve le mot Ohel à propos de la Toum'a du mort, Toum'at Ohel. On retrouve le mot Ohel à propos du Mishkan, le tabernacle, le sanctuaire, qui a été érigé par Moshe Rabbeinu. Eh bien, il est écrit que Moshe Rabbeinu lui-même, Vaïfros et Ohel à la Mishkan. Il a étendu la tente sur le tabernacle, sur le Mishkan. Tu vois que là-bas, il s'agissait de Yotse Minaretz Pishtan, c'est-à-dire comment les tentures étaient constituées, de quoi, de quel matériau. Il y avait plusieurs couches. Il y avait d'abord les tentures en tissu. Et c'était quoi ce tissu? C'était de la laine de 3 couleurs. Techelet, Argaman, Tolaat Shani. De la laine colorée en bleu azur, en pourpre et en rouge écarlate. En plus, il y avait du lin, Pishtan. Voilà comment était tissé ce tissu avec le mélange de ces quatre matériaux. En fait, les 3, c'était de la laine, mais colorée différemment. Techelet, Argaman, Tolaat Shani. Et Veshesh Moshzar, Shesh, c'était du lin. Alors, ce lin, donc nous voyons que le Yotse Minaretz, car la laine, c'est animal, le seul végétal qu'il y avait ici, qui est Yotse Minaretz, c'était le lin, pas du coton, pas autre chose. Donc, nous voyons que Moshe Rabbeinu a étendu le Ohel, la tente. Et qu'est-ce qu'il y avait dedans dans cette tente? Du lin, en tant que Yotse Minaretz. Donc, tu as compris qu'en effet, lorsque la Torah te dit Adam qui amut ba'ohel, un homme qui est décédé et qui se trouvait dans la tente, eh bien, cette tente-là peut devenir tamée à condition qu'elle soit du lin. Ça veut dire que si c'est un autre matériau végétal, Yotse Minaretz, eh bien, il ne deviendra pas tamé. C'est-à-dire que si, par exemple, je fais du bois comme toi, eh bien, ce toit ne s'appelle pas Ohel qui devient tamé. Le seul dérivé de l'arbre qui devient tamé, c'est Pishtan. Je voudrais juste vous rappeler qu'il y avait au-dessus du Mishkan plusieurs tentures. Les premières, c'était des tentures qui étaient faites en tissu, comme je viens de dire, 4 matériaux. Trelet, Argaman, Tolaat Shani, Shesh Mozar, le lin. Ensuite, dessus, il y avait des tentures en poil de chèvre. Izim, en rote Izim. C'était en fait pas de la peau, mais du poil de chèvre. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a abattu la bête, qu'on a récupéré la peau, on arrachait les poils de chèvre, on fabriquait avec ça un genre de tissu, des tentures Izim. Yeriot Izim. Ensuite, on avait 3e couche, et d'après certains, 4e couche. C'est une mahloket qu'on va voir.
entre Rabbi Yehuda et Rabbi Nechemia, est-ce qu'il y avait 4 couches ou 3 couches? Selon un avis, il y avait 4 couches. C'est plus simple à comprendre. On a dit tissu, ensuite poil de chèvre, ensuite orot elim mais odamim, c'est-à-dire des peaux de bélier qui étaient rougies, les orot et hashim, et ensuite le or de tahash, la fourrure du tahash. Donc on a ici, tahash, c'est encore une 4e sorte de bête. Tandis que l'autre dit que non, pas du tout. C'est qu'on prend du tahash et Orotelim et Odamim, et on les a cousus ensemble, les peaux de bélier avec les peaux de tahash, et cela, c'était la 3e couverture. Donc maintenant, ce qui étonne le Tosfot, et qui étonne pas mal des Farshim ici, Rashi lui-même, nous dit que ce pasouk, Vaïfros est à Ohel la Mishkan, on parle du poil de chèvre, qui était la 2e couche. On ne parle pas du lin, qui était la 1re couche. Alors, je ne comprends pas. Ohel à la Mishkan. Mishkan, c'est le tissu, les tentures en tissu. Ohel à la Mishkan, c'était la 2e couche, la 2e couverture, qui était en poil de chèvre. Donc, on ne parle pas de lin. Le lin était en dessous. Alors, Rashi de répondre que, en fait, c'est vrai que ce pasouk même que la Gemara a évoqué, il parle de la 2e couverture, pas la première tenture qui était en dessous, qui était visible du Mishkan. Mais malgré tout, puisqu'on retrouve un autre pasouk qui a qualifié le Mishkan de Ohel, alors on a compris que même la première couche, la première tenture s'appelle Ohel. Comme ça, Rashi nous dit Mishkan écrit Ohel dirtiv et Mishkan Ohel Moed. Donc on a trouvé que le Mishkan s'appelle Ohel Moed. Par conséquent, ce n'est pas étonnant, ce limoud. En effet, on fait une analogie et on compare. On compare le Ohel de Parashat Rukat, qui parle du Ohel Amet, avec le Ohel du Mishkan, qui était fait en lin. C'est-à-dire que de tous les dérivés de l'arbre, on n'avait que du Pishtan. Il n'y avait pas d'autre chose comme tenture. Et maintenant, la Gemara pose la question suivante. Et elle dit je comprends pas. Si tu te réfères au Mishkan, alors tu devrais être cohérent et tu dois donc appliquer tous les détails du Mishkan, à savoir quel était le matériau du Mishkan. Tu m'as dit que c'était du lin avec de la laine, mais on ne parle pas maintenant de la laine, on parle que de ce qui est dérivé de l'arbre. Alors le lin, mais ce lin-là, tu sais comment il était travaillé dans le Mishkan? Il était kafoul shisha et il était chazour. Qu'est-ce que ça veut dire kafoul shisha et chazour? C'est que quand on fabriquait le fil de lin, d'abord on faisait 6 fils, on prenait 6 fils de lin, qui étaient filés, le filage, tavoui, tevia, et après on faisait shezira. Ça veut dire que on allait retourner et torsader, tordre les fils ensemble pour qu'ils soient kafoul shisha et torsadés. Donc il était doublé, triplé, multiplié par 6 fils dans l'épaisseur du fil, et il était en plus chazour. Il était donc tordu, torsadé. Alors, dans ce cas-là, si déjà tu me dis que la référence, c'est le Mishkan, alors même le Ohel Hamet doit ressembler au Ohel du Mishkan. Comme le Mishkan, c'était Kafoul Shisha et Chazour, alors même le Ohel Hamet doit être Kafoul Shisha et Chazour. Talmud Lomar Ohel Ohel Riba. La Gemara répond à cette question en disant, c'est vrai, la question est très bonne, mais la réponse aussi.
c'est qu'on retrouve à propos de Tum'at Met plusieurs fois le mot Ohel, a priori inutilement. On retrouve, par exemple, Zot Torah, Adam ki yamut ba'ohel, kol haba el ha'ohel, kol haba el ha'ohel, vechol asher ba'ohel itma shivat yamim. Vous avez vu dans ce passage combien de fois le mot Ohel a été répété? 3 fois. Pour te dire que pas seulement le lin qui ressemble au lin du Mishkan, à savoir qui était doublé, triplé, qui était kafoul shisha, multiplié par 6 fils et qui était torsadé, tu n'as pas besoin de tous ces détails. Ça suffit de dire que c'est du lin, des fils de lin, c'est bon. Une tente en lin, elle est mekabel tum'a, même si le tissu ne ressemble pas au tissu des tentures de lin du Mishkan. Aïe, 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 la Gemara demande, I ohel, ohel riba, afilu kol milenami. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans ce cas-là, pourquoi est-ce que tu m'as exclu, par exemple, le coton? Pourquoi est-ce que tu m'as exclu une tente qui n'est pas, tout ce qui est yotse minaret, tu m'as dit, n'est pas mitame tum'at ohalim. Pourquoi pas? Mais si tu me dis qu'il y a écrit plusieurs fois le mot ohel, à quoi ça sert? La Torah n'écrit pas des mots de trop inutilement. C'est pour faire allusion à des éléments supplémentaires. Alors pourquoi est-ce que tu t'es limité au fil de lin tu t'es limité au fil de lin? Tu devrais inclure toutes sortes de yotse minaret. Pourquoi tu as tout exclu? Réponse, imken gezera shava may ahnele. Dans ce cas-là, si tu me dis que tout est inclus, alors à quoi servit la gezera shava de ohel ohel? Hachem a dit à Moshe ces deux mots, Ohel que tu trouves dans Tum'at Met et Ohel que tu trouves dans Mishkan, il faut les comparer, il faut les mettre en rapport. Donc, par rapport à quoi tu compares? La comparaison est celle-là. Comme pour le Mishkan, c'était que du lin, c'était le seul dérivé de l'arbre. Ainsi pour Tum'at Met, c'est uniquement une tente qui est fabriquée avec du lin et pas avec d'autres yotse minaret. Très bien. La Gemara continue à s'enquérir par rapport à ce limoud. Afkan kerashim. Dans ce cas-là, si tu me dis que la référence, c'est le Mishkan, pourquoi est-ce que une tente qui est faite de bois, elle n'est pas mekabel tum'a? Tu m'as dit, kol hayotse minaretz enno mitame tumato alim et la pishtan. Question, mais si le Mishkan, c'est la référence, dans le Mishkan, il y avait des poutres verticales. Et s'il y avait des poutres verticales, elles étaient en bois. Donc tu devrais dire que même une tente, une cabane qui est faite de bois, elle devrait devenir tamée s'il y avait un mort dans la cabane. Pourquoi est-ce que tu m'as dit que non, elle ne devient pas tamée, la tente? Amarkra, réponse. Le passouk a dit Ve'asita kerashim la mishkan. A mishkan karoui mishkan. Mais en a kerashim kouim mishkan. Qu'est-ce que ça veut dire? Le mot mishkan, bien que ce soit littéralement un sanctuaire, Shechina, mais en l'occurrence, ça fait allusion à la tenture qui était au-dessus du Mishkan. Sur les bois, il y avait des tentures. Les poutres qui étaient verticales, c'est pas le Mishkan. Ce qu'on appelle Mishkan, c'est le toit horizontal. Donc c'était les tentures seulement. Les Kerashim, comme c'est écrit, les Asita et Kerashim, la Mishkan. Tu mettras des poutres pour le Mishkan. Ça veut dire que le Mishkan lui-même, c'est pas les poutres. Le Mishkan lui-même, c'est le toit, c'est les tentures. La Gemara s'étonne, elle dit Ela me'ata verasita mirsela ohel achinami mirselo ikre ohel.
Et la hadebae Rabbi Elazar, or behemat mea maouché tamé beohel amet, hashta or behemat teora lomit tamé, or behemat mea mibaya. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara s'étonne de cette réponse. Elle dit, pourquoi tu as exclu le bois? Si tu fais une tente de bois et qu'il y a un mort à l'intérieur, tu me dis qu'en effet, la tente elle-même, elle ne devient pas tamée. C'est Yotse Minaretz, mais Kola Yotse Minaretz, Eno Mitame Tumato Alim et la Pishtan. Et d'où tu l'as pris? Du Mishkan. Mais dans le Mishkan, il y avait aussi des poutres. Qu'est-ce que tu as répondu? Tu m'as dit, oui, mais les poutres ne constituaient pas le Mishkan lui-même. Les poutres n'étaient que accessoires, que annexes au Mishkan. Ce qui porte le nom de Mishkan, c'est uniquement les tentures horizontales et pas les poutres verticales. Excuse me, si c'est comme ça que tu lis les psukim, permets-moi de te dire que c'est une mauvaise lecture. Car si c'est ainsi, comment tu comprends l'histoire de la deuxième couverture? On a dit que la première couverture, c'était une tenture en tissu. Deuxième couverture du Mishkan, c'était une tenture qui était faite avec du poil de chèvre, n'est-ce pas? Alors, comment tu appelles ça? Mirsé. Mirsé la Ohel. Dans la Torah, c'est écrit une couverture pour le Ohel. Je relis le pasuk. Ve'asita mirsé la Ohel. Orot elim et odamim. La troisième couche après, c'était les Orot elim et odamim qui, eux, recouvraient le Ohel. Et c'est qui le Ohel? C'est qui le Ohel? C'est la deuxième tenture qui était en poil de chèvre. Alors maintenant, tu vas me dire que ça s'appelle Mirsé la Ohel. Est-ce que, en effet, ces Orotelim et Odamim ne s'appellent pas Ohel? Qu'est-ce que tu veux dire? Que tout ce qui est qualifié dans la Torah d'accessoire, c'est un accessoire? Mirsé la Ohel. La couverture de la tente. Sous-entendu que ça ne s'appelle pas une tente, c'est juste une couverture de la tente? Je vais te démontrer que c'est faux. Alors là, Rabotaï, je vous demande d'attacher la ceinture parce que ça va être compliqué. Il y a une grande baria de Rabbi Elazar. Rabbi Elazar se posait la question, quel est le din de Or Behema Temea? Quel est le din si on a une tente qui est confectionnée avec de la peau d'une bête impure? Qu'est-ce que ça veut dire une bête impure? Alors là, si vous n'êtes pas assez embrouillé, on va vous embrouiller un peu plus. Il y a deux homonymes. Au niveau de la Toum'a, il y a Toum'a et Toum'a. Une bête qui est Tmé'a. Qu'est-ce que ça veut dire une bête qui est Tmé'a? Eh bien, tous les animaux qu'on ne peut pas manger, qui ne sont pas cachers, impropres à la consommation, ça s'appelle en hébreu Behemat Tmé'a. À ne pas confondre avec la Toum'a du contact physique. Par exemple, si on a touché un mort, on devient tamé. Ça, c'est physique. Un cadavre communique de la Toum'a, c'est physique. Alors maintenant, c'est comme pièce et pièce. Une pièce de monnaie, une pièce qui est une chambre. Pareil, Toum'a et Toum'a. Une Behemat Me'a, comme par exemple un chameau, un porc, un cochon. Ça s'appelle Behemot Me'ot. Pourquoi est-ce qu'elles sont considérées impures? Parce qu'elles sont impropres à la consommation. Mais si je touche la bête vivante, il n'y a pas de Toum'a qui est communiqué, évidemment. Alors regardez maintenant comment on va s'embrouiller un petit peu, parce qu'on va parler de la peau de Behemat Me'a qui peut être Mekabelet Toum'a. C'est-à-dire, lorsque j'ai fabriqué une tente avec une peau de chameau, par exemple, et il y avait un cadavre à l'intérieur de cette tente, est-ce que cette tente elle-même deviendra tamée, oui ou non?
C'était la baya de Rabbi Elazar. Rabbi Elazar se posait cette question. Alors la Gemara dit, mais comment il peut se poser une telle question si déjà les pots de Behemat Mea ne sont pas Mekablim Tum'a, bien que dans le désert, on a construit le Mishkan avec ces pots. On a construit avec des tentures, on a construit avec des couvertures de poils de chair, et on a construit aussi avec un mircé de Horot Elim et Odamim. C'est quoi Elim? C'est du bélier. Le bélier, c'est propre à la consommation, oui ou non? Bien sûr que c'est caché. Alors, si malgré tout, Rabbi Elazar se posait la question, est-ce que les Horot Elim et Odamim sont Mekabelim Tum'a? À plus forte raison qu'il n'y a pas lieu de se poser la question. Excusez-moi. Comment Rabbi Elazar a pu se poser la question par rapport à une tente qui est faite avec de peaux de chameau, qui est Behemat Mea, alors que même Behemat Tehora n'est pas Mekabel Tum'a. Même Or Behemat Tehora ne s'appelle pas Ohel. Ça s'appelle Mirse la Ohel, mais c'est pas. C'est ça le raisonnement de la Gemara. Alors, la Gemara dit quelque chose de très très beau. Elle dit donc, si Rabbi Elazar s'est oui posé la question, donc en effet, le mircé, la ohel, c'est-à-dire les peaux de Behemat Mea, les peaux de Behemat Tehora, c'est-à-dire les peaux de bélier qui étaient sur le Mishkan, c'est sûr que ça peut constituer une tente pour devenir Tamé Tum'at Met. Alors, la Gemara dit, ça, ce n'est pas une preuve. Shane hatam de hadar ahderekra, dirti venas'u et yiriot hamishkan, ve'et ohel moed, mirseu, ou mirse atahash asher alav, makish elyon letachton. Ma tachton karouy ohel, af elyon karouy ohel. Qu'est-ce que ça veut dire? Be'emet, krashim la mishkan, c'est krashim et c'est pas mishkan. Et qu'est-ce qu'on appelle Mishkan? C'est que le toit horizontal. Et lequel? C'est la couche inférieure, les tentures en tissu. Et les tentures supérieures, c'est écrit Mirse la Ohel, c'est un Mirse et c'est pas un Ohel. C'est Mirse la Ohel. Jusqu'ici, tout le raisonnement, il tient la route. Si tu veux savoir pourquoi, malgré tout, les Orbema Tehora Mekabel Tum'a, c'est parce que la Torah a comparé le mircé d'en haut au mircé d'en bas. La Torah a comparé la couche supérieure à la couche inférieure. On a déjà dit que la première tenture, qui est la couche inférieure, s'appelle Ohel. La couche supérieure, dans l'absolu, c'est mircé la Ohel. C'est une couverture, c'est pas un Ohel. Mais puisque la Torah l'a comparé au supérieur et l'a comparé à l'inférieur, comme elle a écrit, Venas'u et yiriot hamishkan, ve'et ohel moed, mirceu ou mircé atahash asher alav. Donc la Torah les a tous juxtaposés. C'est pour les comparer, pour dire que le mirceu, le mircé du ohel, a le même statut que le ohel. Voilà pourquoi il est évident que une tente qui serait fabriquée avec une peau de Behema Tehora, c'est sûr que cette tente-là, elle est Mekabeletum Atmet. Voilà pourquoi Rabbi Elazar s'est posé la question par rapport, par rapport à Behema Mea. Elle a dit d'accord, pour une peau de bélier ou une peau de vache et qu'on a fait une tente avec, c'est sûr que c'est Mekabel Tum'a. Mais qu'en serait-il
d'une tente fabriquée avec une peau de chameau, est-ce que c'est Mekabel Toum'a, oui ou non? Il a un safek. Pourquoi il a un safek? Parce que peut-être qu'on peut comparer Behemat Mea, Behemat Teora, peut-être que non. Dans le Mishkan, il n'y avait pas de Behemat Mea. Très bien. Maintenant, la Gemara va rebondir là-dessus. Goufa. Toujours quand on dit Goufa, c'est qu'on reprend un sujet qu'on a déjà vu. Ba et Rabbi Lazar, or Behemat Mea, Maouche Tametum Atoalim. Rabbi Lazar se pose la question, quel est le din de Or Behemat Mea? Si on a fabriqué une tente avec de la peau de chameau, par exemple, est-ce que le mort qui est dedans va rendre cette tente tamée? Maintenant, la Gemara se pose la question. Elle dit, Maïkami Bayale, quel est le fond de sa question? Amar Ada bar Ahava, Tahash, Sheaya Bime Moshe Kami Bayale, Tamehaya, Otahoraya. On sait que dans le Mishkan, l'une des tentures était faite avec de la peau du tahash. Ce tahash, c'est une bête inconnue au bataillon, mais qui existait à l'époque du désert. Comme on va voir plus tard dans la Gemara, qu'Akadosh Baruch Hu avait créé cette bête spécialement pour la fabrication du Mishkan. Ce tahash, est-ce que c'était une béhéma cachère à la consommation, ce qu'on appelle béhéma théora, ou bien est-ce que c'était une béhéma qui était assoura à la consommation? Béhéma tméa. Alors, si on dit que c'était une béhéma théora seulement, donc une béhéma tméa, si on a fait une tente avec de la peau de chameau ou de cochon, eh bien cette tente-là ne sera pas mekabel tum atmet. Pourquoi? Car d'où on apprend le din de Ohel, du Mishkan. Si dans le Mishkan, il n'y avait pas de béhéma tméa, donc on n'a aucune référence. Mais si tu me dis que le tahash, c'est une bête qui était interdite à la consommation, des matméa, et malgré tout, elle a servi à couvrir le Mishkan. Alors dans ce cas-là, je peux dire que si je fabrique une tente avec de la peau de chameau, eh bien en effet, c'est Mekabel Tum Atmet, puisque ça s'appelle Ohel, comme le tahash. Rav Yosef veut répondre à la problématique de Rabbi Elazar facilement. Il dit, mais comment Rabbi Elazar a pu imaginer même que le tahash, c'était une béhémat mea, qu'elle n'est pas cachère à la consommation? Et c'est impossible. Amar Rabbi Yosef, maïti ve'ele. Mais c'est quoi son problème? À Rabbi Elazar, Tanina, on a une baraïta qui nous dit, l'or cherou limlechet shamaim, et la or béhémat teora bilvad. N'était cachère pour l'ouvrage, c'est-à-dire pour le culte sacrificiel, pour un travail en faveur du ciel, que la peau de bête cachère. Donc une peau de bête qui n'est pas cachère, c'est sûr qu'elle n'a pas servi au Mishkan. Donc comment Rabbi Elazar il s'est posé une telle question? Mais c'est juste impossible. Alors, donc le résultat des courses, c'est qu'une tente qui serait fabriquée avec des peaux de Behemat Mea, évidemment, n'est pas Mekabelet Tum'a. Très bien. Donc ça fait que vous avez compris maintenant, regardez comment ça marche. Rabbi Elazar s'est posé une question. Rabbi Yosef lui répond, mais sur un ton d'interrogation, comme les Juifs. Quand on pose la question, Nachon, il pose la question, l'autre il répond par une question. Et pourquoi pas? Nachon, ça veut dire que Rabbi Yosef dit à Rabbi Elazar, je ne comprends pas ta question. Mais c'est sûr qu'il n'y avait pas de Behemat Mea là-bas, puisque c'est assourd de se servir pour la construction du Mishkan d'une Behemat Mea. Alors, la seule référence que tu as, c'est le Mishkan. Et dans le Mishkan, il n'y avait que Behemat Teora. Le Tahash, c'était certainement pas
une Behemat Mea. Donc, il a réfuté Rabbi Elazar. Maintenant, vous allez voir que Rabbi Abba va réfuter Rabbi Yosef. Il va lui poser une question à Rabbi Yosef et automatiquement, il va restaurer Rabbi Elazar. Mativ Rabbi Abba, Rabbi Uda Omer, Shne Mirsaot Hayu, Echad shel Orot Elim Meodamim, Ve'echad shel Orot Hashim. Rabbi Nechemia Omer Mirse Hadaya, Vedome Kemin Tala Ilan, Ve'hatala Ilan, Tamehu. Qu'est-ce que ça veut dire? Il lui a dit, je comprends pas. Tu me dis qu'il n'y avait pas dans le Mishkan des peaux de bêtes tamées? Je vais te démontrer que oui. La discussion entre Rabbi Yehuda et Rabbi Nechemia, dont je vous ai fait part précédemment, à savoir, est-ce que le Mishkan était recouvert avec 3 couvertures, 3 tentures ou 4? Selon Rabbi Yehuda, il y en avait 4. C'est-à-dire, première couche, c'était des tentures en tissu, laine et lin. Deuxième couche, des tentures en poil de chèvre. Troisième couche, des peaux de bélier rougies. Quatrième couche, c'était le hortahash. Cette peau de bête, on verra après plus de descriptions à son propos, à propos de cette bête. Rabbi Nechemia dit non, il n'y avait que 3 couches. Première, mishkan, c'est-à-dire le tissu, les tentures en tissu. Deuxième, poil de chèvre. Et troisième était constitué de 2 éléments, de horot elim meodamim, peau de bélier, qui était cousu au hortahash, qui était cousu à des peaux de tahash. C'est-à-dire quoi tahash? C'est cette bête, fameuse bête qui a été créée spécialement pour la période du désert. Alors regardez ça. Il lui dit, en conclusion, il est écrit dans le descriptif du tahash, Vedome kemin tala ilan. C'est-à-dire que le tahash ressemble à une bête que nous connaissons qui s'appelle tala ilan. C'est quoi ça? D'abord, ce qui est sûr, nous dit la Gemara, Veha tala ilan tamehu. C'est une bête qui est impropre à la consommation, qui s'appelle tala ilan. En fait, c'est une sorte de panthère, de guépard, qui se perche sur l'arbre pour guetter sa proie. Tala ilan. Ce sont comme des gros chats sauvages qui se perchent sur l'arbre dans la forêt et dès qu'il y a une petite gazelle d'antilope qui passe en dessous, ils lui sautent dessus et c'est comme ça qu'ils se jettent sur leurs victimes. Alors le tala ilan, c'est évidemment un animal qui est impropre à la consommation, behemat mea. Alors c'est ça la raison pour laquelle Rabbi Elazar a tout à fait raison de dire que même une peau de bête qui n'est pas cachère, pourrait avoir le même dîme comme une peau de bête cachère au niveau de Tum'at Met. Alors je ne comprends pas ce que tu dis, Rabbi Yosef. Comment, Rabbi Yosef, tu peux dire qu'on a construit le Mishkan qu'avec des matériaux qui sont propres à la consommation? Pas vrai? Alors Rabbi Yosef répond très joliment. Achikama, kemin tala ilanu, sheshbo gvanim arbe, velo tala ilan, de ilu hatam tame ve'achatahor. Qu'est-ce que ça veut dire? Rabbi Yosef va te répondre ainsi. Il va te dire, certes, pour le Mishkan, aucun matériau non cachère à la consommation. Et si on t'a parlé de tala ilan, ça ne veut pas dire que la peau du tahash était impure comme tala ilan. Non, c'était juste par rapport à la couleur. Domé que tala ilan, kemin tala ilan, c'est-à-dire que c'était une peau qui était très jolie, très belle, multicolore, comme la peau du tala ilan. Mais ça ne veut pas dire que c'était une bête impure. Amar Rabbi Yosef, d'ailleurs Rabbi Yosef,
dit que c'est très joli cette explication. Et Achiyainu de Metargeminan Sasgona, chez Sas Bigvani Marbe. Comment Onkelos a traduit en araméen le Tahash? Il a traduit par Sasgona. C'est quoi Sasgona? C'est la contraction de deux mots. Sas Bagvanim Shelo. Le Gavan en hébreu, c'est une couleur. Gavan. Sas, c'est quelqu'un qui est content, heureux, joyeux. Ça sonne des simcha. Sasgona. Cette bête, elle était heureuse avec ses couleurs. C'est-à-dire, quand elle marchait, la bête, comme si elle se glorifiait de sa fourrure multicolore. Comme si elle disait aux gens, Shoufouni Yanas, regardez-moi comment elle est belle, ma peau. Donc, en fait, nous dit Rav Yosef, Kemin Tala Ilan, en effet, comme le tigre ou des bêtes comme ça qui ont des peaux multicolores, c'est ainsi que le Tahash avait une peau extrêmement belle, c'était une fourrure d'exception. Donc on a compris même des Ohel Hamet Mehacha. Rava, non seulement qu'il n'est pas d'accord avec Rav Yosef, mais au contraire, il va même donner raison à Rabbi Hazar, il va même carrément trancher que la peau de Behemat Mea peut constituer un Ohel Hamet. Et le Ohel lui-même deviendra Tamé, bien qu'il est constitué d'une peau de bête impure. D'où il apprend? Des Tanya. Il apprend du passouk suivant. Or, o be'or, riba, or temea. ושלקה ביד כהן. קצץ מכולם ועשה אחת מהן מניין, תלמוד לומר, או בכל מלאכת עור. Qu'est-ce que ça veut dire? Rava va contredire Rav Yosef et il va dire c'est pas vrai. Moi, je dis que même une tente qui est faite avec Or Bemat Mea, c'est Mekabel Touma. Mais il ne la prend pas du Mishkan. Sa référence, elle est tout autre. Il le déduit du passouk suivant à propos du Beged Sarahat. La Torah nous dit à propos de la lèpre, qu'est-ce qui pourrait devenir impur? Même les vêtements. Vers Beged qui est bonegat Sarahat, Bebeged Tsemer ou Bebeged Pishtim, O Bishti O Be'erev, la Pishtim et la Tsamer, O Be'or. La Torah nous dit O Be'or, O Bechol Melechet Or. Que veut dire or? C'est de la peau de bête, c'est du cuir. Pourquoi elle a écrit au Be'or? Elle aurait pu écrire au or. Pourquoi elle a écrit Be'or avec le bête? Le bête qui est de trop, c'est pour faire allusion à deux halachot. Premièrement, or be'emat mea. Vous savez c'est quoi or be'emat mea? C'est ce qu'on a dit jusqu'à présent. La peau de chameau, la peau de n'importe quelle bête qui est impropre à la consommation. V, chez la Kabiat Kohen. Ou bien, par exemple, imaginons, par exemple, j'ai donné un beged au Kohen et je lui dis, par exemple, un or, une peau, je lui ai donné une peau et je lui dis, dites-moi, monsieur Cohen, est-ce que cette tache de lèpre qui est là, elle rend le or tamé ou pas? Ça veut dire que ce n'était pas une tache de lèpre qui était évidente. C'était une tache de lèpre qui n'était pas du tout claire, évidente au niveau d'Atsarat. Alors il a fallu que le Cohen, lui, examine, et à un moment donné, il dit tamé. Oui, c'est une tache de lèpre. D'où on sait que même cela, c'est Mekabel Touma.
on la prend de Béor, le bête, qui est de trop. Après, la Braïta, elle continue, elle nous dit, maintenant, Katsatz mikulam verasa hatmehen minaim. Quel est le din si quelqu'un a fabriqué un vêtement avec tous les matériaux dedans? Il a mis de la laine, du lin et du cuir. D'accord? Il a tout mis. Alors, vous allez me dire, c'est chatnaise. Alors, imaginons qu'il a fait de ça un rideau. Il n'a pas fait de ça forcément un vêtement. D'accord? Quel est le din? Ou bien si par exemple il y avait le cuir qui séparait entre eux. Quel est le din? Est-ce que c'est Mekabel Tum'at Saraat, oui ou non? Eh bien, on apprend de la phrase d'après. O Bechol Melechet Or, c'est pour nous dire que même si on a fait un mélange de tous ces matériaux, c'est Mekabel Tum'at Saraat. Très bien. Donc, nous voyons clairement que on apprend de Negaïm de la même façon que pour la Tum'a de Tsaraat. Le cuir, même de Behemat Mea, peut devenir Tamé. Alors, on va comparer Tum'at Met à Tum'at Tsaraat. De la même façon que le cuir est sensible à la Tum'a de Tsaraat, comme on vient de le voir grâce au Pasuk Be'or, que même Behemat Mea, Or Behemat Mea, certainement, même Tum'at Met, il faut comparer Tum'at Met à Tum'at Tsaraat. Et donc, une tente qui est fabriquée avec du cuir, de la peau de bête de Behemat Mea, certainement Mekabel Touma. La Gemara dit, mais Ikalem frère, comment est-ce que tu peux comparer l'incomparable? Malin Gaïn, Sheken Shetiva Erev Tamebahen. Je peux te dire que Tum'at Met ne peut pas déduire de Tum'at Tsaraat. Car Tsaraat, tu vois que la Torah elle a été très stricte, extrêmement rigoureuse, à tel point que pas seulement le tissu devient tamé, même le fil de chéti ou le fil du harev, même eux deviennent tamés. Alors, peut-être que uniquement par rapport à la Tsaraat, où la Torah était extrêmement rigoureuse, là-bas, on dit de la même façon qu'elle a rendu tamé le fil du Beged, ainsi, elle a rendu tamé le Orbemat Mea. Mais qui dit que ce sera de même pour Tum'at Met? Par exemple, un fil qui était au-dessus du mort, ça ne s'appelle pas. C'est sûr qu'un fil qui est au-dessus du mort, il n'est pas Rahav Tefar, c'est sûr qu'il n'est pas Mekabel Tum'a. Donc, qui te dit que pour Tum'at Met, on peut rendre tamé même un ohel qui est fait avec Orbemat Mea. De la même façon qu'il n'y a pas de Tum'at Met pour le Sheti ou pour le Erev, ainsi il n'y aura pas de Tum'at Met pour le Orbemat Mea. Et donc ne compare pas l'incomparable. Et la Gamar Mishratzim, la Gemara dit tu as raison, je ne vais pas comparer Tum'at Met au Tum'at Saraat, et je vais tout de même comparer Tum'at Met au Tum'at Shratzim, les reptiles morts. Qu'est-ce qui est écrit? Si un reptile mort, il tombe sur un vêtement de cuir, sur une peau, comme il est écrit. Or, en liela or be'ema teora, or be'ema tmea minaim, Talmud lomar or. Vous n'avez pas le passouk sous les yeux, mais moi je vais vous le lire. Bechol asher yipol alav mehem bemotam itma, mikol keli etz, o beged, o or, o sac. Kol keli asher yaaseh melacha bahem, b'mayim yuvav etameh ad haarev etaher. Donc nous voyons clairement que même le or de Behemat Mea, il est Mekabel Tum'at Shratzim. Or, c'est Behemat Tehora. Or, le haut, c'est pour nous dire que même la peau d'une Behemat Mea, comme par exemple une peau de chameau, et on a fait avec ça un keli quelconque ou un vêtement, si c'était au contact du reptile mort, eh bien cette peau, elle devient tamée.
Alors, si c'est comme ça, pareil pour le mort. Si le mort était dans une tente qui est faite avec des peaux de bêtes de chameau, des peaux de matméa, certainement, la tente, elle devient tamée. Comme pour les shvatim. La Gemara dit non, je ne suis pas d'accord avec toi. Tu compares Tum'at Met à Tum'at Shvatim, je peux te dire que la Torah elle est plus rigoureuse pour Tum'at Shvatim que pour Tum'at Met. Pourquoi? Ikale Mefrach, Mal Shvatim, Sheken Metamein, Bekaradasha. On sait que le mort, pour qu'il communique de la Torah, il faut qu'il y ait au moins Kazaïd min Hamet. Malheureusement, il y a un morceau de chair du cadavre qui se retrouvait pour devenir tamé. Eh bien, il devient tamé. Ainsi, si la peau, on a fait avec la peau une tente, eh bien, le mort qui se trouve dedans va la rendre tamé. Ma pitom, je peux te démontrer que la Torah est plus stricte envers les shvatim qu'envers le mort. Preuve, quelle est la quantité, quel est le volume du morceau de sheretz qui peut rendre tamé? Karadasha, comme une lentille. Quel est le volume pour que le met il soit métamé? Kazaït. Kazaït est métamé. Kazaït minamet. Alors je peux te dire, qu'est-ce qui peut rendre tamé le or behemat que shratim? Pourquoi? Car la Torah était très rigoureuse à l'égard de Tomat shratim. Preuve, c'est que même un tout petit morceau minuscule de sheretz, comme adasha, comme une lentille, c'est métamé. Par contre, si tu prends un tout petit bout morceau, un morceau de chair du mort qui correspond à adasha, c'est pas métamé. Ce qui veut dire que la Torah elle est plus mahmir envers le sheretz qu'envers le mort. Alors, comment tu peux comparer l'incomparable? La Gemara dit Negaim yochichu. Beharzar adin l'oreizé kirizé הצד השווה שבהם כעור בהמה טהורה, אף אני אביא אוהל המת, עור בהמה טמאה כעור בהמה טהורה. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara, qui s'appelle Hatzad Hashaveh Shemahem, le dénominateur commun. C'est quoi cette histoire? La Gemara dit, d'une part, tu peux dire que même si au niveau de Shratzim, la Torah a été mahmira, la preuve, c'est que même un tout petit morceau de sheretz, karadasha, c'est métamé, alors que pour le met, c'est kazaït, mais tout de même, je peux te démontrer que Negaïm, c'est métamé barov, bien que Negaïm, c'est pas karadasha, c'est kagris. On a 3 niveaux de Toum'a. Pour le sheretz, c'est karadasha, comme une lentille. Pour les, comment il s'appelle, la tsarahat, c'est kagris, comme une fève. Pour le mort, c'est comme une olive, kazaït. L'olive, c'est plus grand que la fève, et la fève est plus grande que la lentille. Ce qui veut dire que, toi, tu me dis, c'est seulement lorsque c'est tamé karadasha qu'il y a une tour abaor. Mais matmea. C'est pas vrai? Tu vois bien que la tsarahat, c'est pas karadasha, c'est kagris, c'est comme une fève, c'est plus grand que karadasha. Et tout de même, c'est métamé
or bematmea. Alors pareil pour le mort. La Gemara dit, l'oreisé kérisé, l'oreisé kérisé. Atzad hachavé shebahem, sheor metame bahem, leor bematmea metame bahem, afani avi, tum atmet, sheor bemateora metame bahem, as gam or bematmea itame bo. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut chercher le dénominateur commun. Qu'est-ce que tu retrouves de commun entre Tsarahat et Shratzim? Dans les deux, la Torah a dit que le Or, Mekabel Tum'a. Si la Tsarahat, elle a touché du Or, Bema Teora, Tamé. Si le Sheretz Met, il a touché Bema Teora, Tamé. Ce Or, il devient Tamé. Quel est le din au niveau du Met? Pareil. Or Bema Teora, Tamé. Comme on a vu, Orot Elim et Odamim, qu'on apprend du Mishkan. Maintenant, tu vois que Or, il y a un dénominateur commun. Seulement, c'était un Or de Bema Teora. Alors maintenant, on va dire comme ça. Tu vois aussi que Shratzim, c'est Metame, Or Behemat Mea. Tu vois que Tsarahat, c'est Metame, Or Behemat Mea. Alors, grâce aux deux références, Shratzim et Negaim, tu peux inclure aussi le Met. Puisque le Met, il a le même dénominateur commun. C'est-à-dire, Met Metame, il est Metame Ohel, qui est fait de Or Behemat Teora. Ça, c'est sûr. Comme Orot et Limeodamim. Alors, qu'en est-il maintenant de Or Behemat Mea? Eh bien, certainement pareil. Comme Shratzim et comme Tsarahat. Eux, ils sont Metamim Or. Pas seulement Or Behemat Teora, mais même Or Behemat Mea. On l'a déjà vu. Alors, certainement, le mort aussi, qui lui est Metame Or Behemat Teora, certainement, il sera aussi Metame Or Behemat Mea. C'est ce qu'on appelle Hatzad al-Shaveh Shebahem. Grâce aux points communs. On dépasse les points divergents, plutôt on se focalise sur les points convergents. Alors la Gemara réfute. Amar les Rava, mi Barnish, Rava de la ville de Barnish, a dit à Ravashi, ce limoud il est beau mais il est faux. Et kalim frère, malé atzad hashaveh shebahem, shekem tmeim et parot mikazait, tomar bemet, sheno metame et la bekazait. Ce limoud là, quand est-ce que ça aurait été bien s'il n'y avait pas qui était une khumra qu'on ne retrouve pas dans Tmemet? C'est-à-dire, quel est le volume de Atmet Kazaït? Le volume de Tsarahat Kagris? Le volume de Shratzim Karadasha? Tu vois que Shratzim et Negaim, leur shi'ur, il est inférieur au Met. Pareil, Atmet, Atumat Shratzim et Tumat Tsarahat. Car Tsarahat et Shratzim, les deux, leur volume il est inférieur au volume de Tumat Met. Puisque c'est inférieur, alors ils ont quelque chose de plus que le Met. Et je peux dire que pourquoi la Torah elle a été mahmira à propos de Tumat Shratzim et Tumat Tsarahat, d'être métamé, même le hors de Behemat Mea, c'est uniquement parce que ils ont une khumra au niveau du volume. C'est que même un petit volume chez eux, il est métamé. Kagris pour Tsarahat et Karadasha pour Shratzim. Alors que pour Met, c'est Kazaït, c'est un gros volume. La Torah a été plus tolérante au niveau du volume. Alors peut-être qu'elle a été aussi tolérante au niveau de Or Behemat Mea. Tu ne peux pas déduire de là-bas. Donc tout est tombé à l'eau. Et la Maraba mi Barnish, Atia Bekal Homer Minotsa Shel Aizim, She'en mitame ben Gaim, mitame be'ohel hamet, Or Behemat Mea, Shemitama ben Gaim, Enodin Shemitama be'ohel hamet. Rava arrive à la conclusion. Rava de Barnish a dit quelque chose de très beau. Il dit que
la raison pour laquelle l'autre Rava de Barniche explique l'autre Rava. Il dit, tu veux savoir pourquoi il a dit qu'en effet, le Or Behemat Mea, il est Mekabel Tumat Ohel. Ça veut dire que si on a fabriqué une tente avec Or Behemat Mea, c'est Mekabel Tumat Ohel, c'est par Kalvachomer. Quel Kalvachomer? Notsa Shel Aizim. Quel est le din si j'ai fait une tente avec du poil de chèvre? C'est Mekabel Tumat Met? Oui. Est-ce que c'est Mekabel Tumat Sarahat? Non. Pourquoi le Tumat Met, oui? Eh bien, parce que dans le Mishkan, il y avait une tente, et il y avait une couverture de poil de chèvre. C'était l'une des tentures. Donc, puisque ça s'appelle Ohel, alors c'est sûr que c'est Mekabel Tumat Ohel Amet. Par contre, c'est pas Mekabel Tumat Sarahat. Alors, je peux dire comme ça. Si déjà une tenture faite avec du poil de chèvre, qui n'est pas Mekabel Tumat Sarahat, comme on l'a déjà vu dans Daf Vav, malgré tout, c'est Mekabel Tumat Met, alors une peau de Behemat Mea qui est Mekabel Tumat Sarahat, comme on l'a déjà vu, à plus forte raison que ça peut être Mekabel Tumat Met. Là, c'est très beau. Ça, c'est une preuve irréfutable. Comme ça que Rava de Barniche a défendu l'opinion de Rava en disant c'est sûr que c'est Mekabel Tumat. Alors, les amis, si on devait résumer en 3 mots, on a 3 opinions à ce propos. Rabbi Elazar, Rabbi Yosef et Rava. Qu'est-ce que pense Rabbi Elazar? Il a un safek. Il se dit, quel est le din si je fais une tente avec de la peau de Behemat Mea, la peau de chameau par exemple? Il y avait un mort dedans. Est-ce que cette tente-là, elle deviendra tamée, oui ou non? D'après Rabbi Elazar, c'est un safek. C'est son safek. Peut-être oui, peut-être non. Rabbi Yosef dit, c'est sûr que non. Pourquoi c'est sûr que non? Puisque on n'a pas trouvé dans le Beth Amikdash, dans le Mishkan, des pots de Behemat Mea. Et puisque la référence est le Mishkan, alors on ne peut pas déduire de là-bas le din de Tum Atmet pour un Ohel qui est fait avec Or Behemat Mea. Et on a Rava de Barniche qui nous dit pas du tout. Dai que c'est Mekabel Tum'a. C'est Mekabel Tum'a. Mais pas par rapport au Mishkan. Par rapport au Kalvachomer. Donc, il s'avère finalement, en effet, que oui, tout à fait, on peut dire qu'il y avait dans le Mishkan, puisque c'est de là-bas, Ohel, on avait aussi une bête, le Tahash, ça pouvait être une bête Tmea. Ça pouvait être une bête Tmea. Il n'y a aucune contre-indication. Mahon. Alors maintenant, la Gemara nous dit Ve'elaha detane Rabbi Yosef, loch sheru bimlechet shamayim, ela or behema teora bilvad de ma'il cheta. La Gemara nous dit maintenant que en effet, on a une preuve tranchante que or behema tmea, c'est mekabel tum'a, tum'atmet. Alors la question se pose maintenant, que voulait dire la braïta que Rabbi Yosef avait citée en disant l'or cherubim lechet shamaim et la or behema teora bilvad. Les ma'il cheta. Cette braïta, c'est pas possible qu'elle vienne nous enseigner quelque chose qui ne sert à rien. Elle ne va pas nous enseigner des histoires. Le Mishkan, c'était dans le désert. Alors, qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Cette braïta veut m'enseigner un détail du désert. À quoi ça nous sert?
qu'est-ce que ça m'apporte à moi aujourd'hui? Eh bien, forcément, c'est que ça apporte une halakha. Qu'est-ce que ça vient m'apporter? Que Dafka Behemat Teora et pas Behemat Mea? C'est pas vrai. Rava de Barniche nous a démontré par A plus B que Or Behemat Mea, c'est Mekabel Torah. Alors, qu'est-ce qui reste? Alors, qu'est-ce que vient nous enseigner cette halakha? C'est très, très beau. Maintenant, ça commence à devenir facile. Et jusqu'ici, c'était en effet complexe. Et maintenant, ça devient facile. Que veut dire que pour un travail, pour le culte sacré, on ne pouvait utiliser que de la peau de bêtes propres à la consommation, des bêtes cachères? Qu'est-ce que ça m'apporte cette halakha? Si ce n'est pas pour le Mishkan, les tfilin, c'est par rapport aux tfilin, pour te dire qu'il faut écrire les tfilin sur des parchemins qui sont faits avec du cuir de peau de bêtes cachères à la consommation. La Gemara dit tefilin, be'ediak tivbeu, leman tietorat Hashem befira, minamutar befira. J'ai pas besoin de cette baraïta pour me dire que les tefilin ne peuvent être écrites que sur des parchemins de bêtes cachères à la consommation, car ça, c'est quelque chose qu'on a déduit du pasuk. Vehaya lecha leot al yadecha, ulzikaron ben ainecha, les maran tietorat Hashem beficha. C'est quoi les maran tietorat Hashem beficha? Minamutar beficha. Ce que tu peux manger. Qu'est-ce que tu peux manger? Que des bêtes cachères. Donc les téphilines, tu peux les écrire que sur des peaux de bêtes cachères. Donc ça, j'ai pas besoin de la braïta pour me l'enseigner. C'est déjà écrit du pasouk. Et là, les oran, le hidouche, c'est par rapport au boîtier. C'est pas pour les parchemins sur lesquels on écrit les parachutes de tefilin, mais pour les boîtiers des tefilin. C'est pas quand je dis boîtier, vous avez compris que c'est les tefilin eux-mêmes qu'on pose sur la tête. Les boîtiers, la boîte de tefilin, le tefilin, le cube. Le cube. Je ne parle pas des couvercles que vous prenez pour garder votre tefilin dans le sac. Je parle des tefilin elles-mêmes. Les tefilin, le cube des tefilin, ça s'appelle baït. Alors le baït, il doit être aussi fait avec du cuir de bête mangeable qui est caché à la consommation. La Gemara dit, mais même ça, c'est évident. Mais même ça, étant donné que la Halakha de Moshe Missinaï nous a dit de mettre en relief le shin dans le cube des téphilines, on a le shin. Et le shin, c'est la première lettre du nom d'Hachem. Le shin, le dalet et le yud. On a le shin dans le boîtier, on a le dalet derrière la tête avec qui se trouve, on a le nom d'Hachem, Shin et Dalet et Yud. Donc du coup, il s'avère que même le boîtier est un support d'écriture. Le Shin, du nom d'Hachem. Donc les Maran Tietorat Hachem, mais Ficha, c'est sûr qu'il faut que ce soit fait avec du cuir d'une bête qui est cachère à la consommation. Alors je ne vois pas qu'est-ce que tu m'as enseigné. De plus, ça aussi c'est une évidence. Et là, les korran bis'aram ou les tofran begidan. On parle ici non pas des parchemins, la peau du parchemin ou le cuir du cube. On ne parle pas de ça. Ça, c'est évident. On parle de quoi? Quand on a dit qu'on ne peut utiliser les mlechet shamaim que des choses qui sont aptes à la consommation, eh bien, c'est des choses que peut-être vous n'avez jamais vues. Est-ce que vous avez déjà vu les parachutes de tefillin à l'intérieur? De quoi elles ont l'air? Il y a des poils. Elles sont entourées de poils de bête. Comme ça, comme du cheveu autour. C'est du poil de bête. Eh bien, ces poils de bête-là, ça doit être cachère. Une bête cachère. Et pas une poil de chameau. Il faut que ce soit des poils de bête consommables. Également, la couture. Ça se fait avec des nerfs, des guidim,
Mais quel guide? Guide de bêtes cachères. Alors, c'est ça le chidouche. L'our sheru limlechet shamaim, et là, dvarim aksherim, et là, or behema teora bilvad. C'est ça ce qu'on voulait dire. La Gemara dit, mais même ça, Hanami alacha le Moshe Sinaï, mais même cela, c'est un enseignement de alacha le Moshe Sinaï qu'il faut les entourer de poils ou les coudre avec du guide. Et donc, certainement, Moshe Rabbeinu nous a dit comment le faire. Je n'ai pas besoin d'une braïta spéciale. Des Tanya, Tefilin merubaot alacha le Moshe Sinaï, nikrachot bisa'aran, venitparot begidan. C'est-à-dire que déjà, la forme carrée des cubes, c'est Halakha le Moshe Sinaï. Moshe Rabbeinu qui nous l'a enseigné oralement au pied du mont Sinaï. Il nous a également enseigné que Nikrachot Bise'aran, Venitparot Begidan, que le krach avec le poil en question, c'est Bise'aran, des poils de bête cachère. Et le guide, les nerfs, avec des guides de bête cachère. Donc tout cela, c'est déjà enseigné. Je n'ai pas besoin de cette braïta. Et la l'irtsuot. Et la bataille, ça parle des lanières. Les lanières, en effet, doivent être des lanières faites avec de la peau de bête cachère. La Gemara pose la question, elle dit c'est-à-dire que même cela, les dinim de la Retsua, c'est des dinim enseignés par Moshe Rabbeinu. Donc, certainement, c'est lui qui nous a enseigné que les Retsuot doivent être aussi Me'or Behema Teora. La Gemara dit non, ça ne va pas d'emblée. Nehi de Gemire Shehorot, Tehorot mi Gemire. Certes, il nous a enseigné la couleur, mais il ne nous a pas enseigné de quels matériaux doivent être les lanières. Et bien, c'est de cela qu'il s'agit dans la Braïta de Rabbi Yosef. Quand Rabbi Yosef a dit Tani, il s'agissait bel et bien des lanières des tefilin. Et maintenant que la Gemara a conclu le sujet au niveau de la Braïta, elle rebondit sur l'histoire du Tahash. On avait dit que Rabbi Lazar, quand il s'était posé la question, qu'en est-il d'un Ohel Hamet qui a été fabriqué avec de la peau de Orbemat Mea, la peau de bête qui n'est pas cachère, qui n'est pas propre à la consommation. Alors, on avait dit quelle est la base de son safek. La réponse, c'est qu'il se pose la question par rapport au tahash. Est-ce que le tahash que Moshe Rabbeinu a utilisé dans le Mishkan, est-ce que c'est une bête cachère ou pas cachère? D'accord? Alors maintenant, regardez la Gemara, comment elle va développer le sujet du tahash, cette fameuse bête. Amar Rabbi Ila, Amar Rabbi Shimon ben Lakish, Omer Aya Rabbi Meir, Tahash Aya Bime Moshe, Velo Ichiou Ba Chachamim Imin Chayahu. Premièrement, nous dit Rabbi Shimon ben Lakish, là qui s'appelle Tahash, qui a été utilisé pour le Mishkan, était à l'époque de Moshe Rabbeinu, et les Chachamim n'ont pas su définir est-ce que c'était une bête domestique ou une bête sauvage. Est-ce que c'est une behema ou une chaya? Le gros bétail, le menu bétail, ça s'appelle behema. Et même behema tmea, c'est des animaux domestiques comme le cheval, l'âne, le chameau. Mais il y a des animaux sauvages, cachers et pas cachers. Par exemple, le lion, le tigre, c'est des behemoth tmeot, c'est des chayot tmeot, c'est des bêtes sauvages qui ne sont pas cachères à la consommation. Par contre, la gazelle, le cerf, c'est des bêtes sauvages qui sont cachères. Alors, Hachamim, à propos du Tahash,
Il ne savait pas si c'était une bête domestique ou une bête sauvage. En plus, Keren c'était une licorne. Elle avait une seule corne. Cette bête-là, au front, au ficha pénal. Et périodiquement, momentanément, cette bête est apparue à Moshe Rabbeinu pour fabriquer avec sa fourrure le Mishkan. Et ensuite, cette bête a disparu de la circulation. Alors, fin de citation. La Gemara dit Mideka Amar Keren Achat Aitalo Bemitzro, Shmamina Tahoraya. Si tu me dis que elle avait une corne, c'est une bête qui est cachère, propre à la consommation. Pourquoi De Amar Abiuda, Shor Sheikriv Adam Harishon, Keren Achat Aitalo Bemitzro, Sheneemar Vetitav Lachem Ishorpar, Makrin Mafris. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous avons un passouk dans Tehillim où David Ameler disait à Kadosh Baruch Hu, agrée mes louanges encore plus que le sacrifice de Adam Arishon. Adam Arishon avait sacrifié une bête à Kadosh Baruch Hu qui était un shorpar, un taureau bœuf. Shor sheikriv Adam Arishon, keren achat aitalo bemitzro. Et ce bœuf-là, il n'avait qu'une seule corne sur son front. Comme il est écrit dans le passouk de Tehillim, Vetitav Lachem Mishon par Makrin Mafris. Que ma louange plaise à Dieu plus que le shorpar de Adam Arishon, qui était Makrin, qui avait Keren. C'est quoi Keren? Corne. Et Mafris, c'est quoi par ça? C'est le sabot. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Oui. Alors, le sabot, ce qui veut dire que chez Adam Arishon, il avait sacrifié une bête qui s'appelle Shor, qui est donc cachère à la consommation, et qui avait qu'une seule corne. Comme il est écrit, Makrin. C'est quoi Makrin? Keren. Mafris, par ça. Alors, la Gemara dit, quoi? D'où tu sors ça qu'il avait qu'une seule corne? Parce qu'il y a écrit Makrin, mais Tarte Mashma. Je peux te dire qu'il avait des cornes normales, comme tous les bœufs qui ont deux cornes. Amarav Nachman Bar Yitzhak, Makren Ktiv. Le Makrin s'écrit sans Yud dans Tehillim. Pourquoi David Amelach il a écrit Makrin sans Yud? Pour faire allusion qu'il n'avait qu'un seul Keren. En tout cas, donc, Nifshot Mine, Demin Behemahu. C'est-à-dire que, pourquoi est-ce que les Chachamim n'avaient pas. Il y avait deux sfekot. Un safek, déjà, est-ce que c'était Tahor ou Tamé? Donc, déjà, c'est que c'était Tahor. Keren achat aitalo bemitzro, shmamina tahoraya. Puisqu'on compare le tahash, qui avec une seule corne, au shorpar de Adam Arishon, qui était un shor, qui était tahor, parce qu'il ne va pas sacrifier à Kadosh Baruch Hu un chameau, il va lui offrir que des choses qui sont cachères, aptes à la consommation, et donc il lui a offert comme sacrifice une bête qui avait qu'une seule corne. Donc certainement le tahash, c'était aussi Behema Tehora. Voilà, premièrement. La Gemara pose une question, elle dit, alors pourquoi les Hachamim ne savaient pas, est-ce que c'était une Behema ou une Haya? Est-ce que c'est un animal domestique ou sauvage? Mais c'est sûr que c'était un animal domestique, puisque tu compares le Tahash de Moshe Rabbeinu au Shorpar de Adam Arishon. Et comme le Shor de Adam Arishon, c'était Behema et pas une Chaya. Donc,
Pourquoi est-ce qu'on avait un safek? Velipshot mine de min behemahu. Réponse Kevan de ika keresh de min hayahu. Donné qu'il existe. Le keresh, c'est une bête qui est haya, qui est comme le rhinocéros. Le rhinocéros, il n'a qu'une seule corne. Et pourtant, c'est une haya. Ce qui veut dire que pas toute bête qui n'a qu'une seule corne est forcément behema. Voilà pourquoi Hachamim avait tout à fait raison de se poser la question. Quelle était la nature de ce tahash? Est-ce que c'était une behema ou une chaya? Bête domestique ou bête sauvage? Car le fait qu'il n'avait qu'une seule corne, ce n'est pas une indication par rapport à ce dilemme, par rapport à ce doute. Voilà donc comment la Gemara a conclu le sujet. Il y a juste une parenthèse, c'est que lorsqu'on a dit qu'il était tahor puisqu'il avait une corne, c'est que la Gemara dans Hulin, la Mishnah dans Hulin nous dit que, même dans Nida, que toute bête qui a des karnaïm, elle a des tlafaïm. Une bête qui a des cornes a forcément des sabots. C'est-à-dire, si tu vois qu'il y a des cornes, il y a forcément des sabots. C'est pour ça qu'Agmara disait Midika Amar Keren Achataita Lo Bemitzro, Shma Mina Tahoraya. Voilà donc. Ce ridouche était dit même par rapport à une seule corne, même s'il n'y avait pas deux cornes à cette bête. Alors voilà, mon Rabbi Rabotai, c'est pour une. On a étudié quelque chose d'assez ardu, d'assez complexe. Et à chaque fois, je vous dis que c'est la dernière fois que ce sera difficile. Mais cette fois-ci, c'est vraiment. Non, la vérité, il y a encore une page. La page suivante, Be'azrat Hashem, il y a une partie qui est un peu complexe parce que c'est Touma Betahara, mais c'est très, très, très beau. C'est moins complexe que ce soir. Mais Be'azrat Hashem, un daf après, ça y est, on retourne à Masechet Shabbat et on va plonger dans des sujets où il y a énormément de moussar, et avec l'histoire de Rabbi Shimon Bar Yochai, de l'Agba Omer, on va voir tout ça jusqu'à Daf Lag. Lag, c'est l'Agba Omer. C'est intéressant que dans la page 33 de Masechet Shabbat, on parle de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui est Niftar al Agba Omer. C'est fabuleux. Et là-bas, on va voir toute la fameuse histoire, comment il est arrivé à la Me'ara de Rabbi Shimon Bar Yochai. Voilà les amis, pour ce soir, vous avez été à la hauteur pour Chimti You, que du bonheur. Merci Rav. Merci à vous d'être là. Mais Daniel, Ken. J'ai une petite question d'Alacha. La lune ce soir est un petit peu voilée ou non? Je ne sais pas si elle est voilée ou non. On la voit pas. On la voit. Mais